que vous jouez vous permet d'être un personnage clé du système. Et donc d'être dans des partenariats publics-privés. Et c'est cette deuxième idée que je voulais mettre en exergue. Le partenariat public-privé, c'est d'abord un partenariat privé-privé, avant d'aller voir l'État. Je vous remercie. Un petit complément sur ce que dit M. le ministre à juste titre. Bien sûr, si vous avez prêté attention, il parle toujours de consortium. Un consortium par nature, c'est un groupement d'entreprises qui va donc mettre en commun toutes leurs compétences, parce que la vraie problématique, c'est la notion de risque. Imaginez que sur une opération de 5 milliards, vous ne parvenez pas à rentrer dans vos frais. Et l'entreprise coule. C'est pour cela qu'on monte des consortiums, avec vraisemblablement une banque d'affaires en appui qui va porter le financement. Et sur place, on crée une société de projet qui, lui, va signer avec l'État, avec les pouvoirs publics, le contrat de partenariat public. Ça, c'est très important pour diluer le risque, ne pas le porter tout seul, et bien sûr, finalement, pour contourner l'obstacle de la taille. Parce que sinon, seules les multinationales pourront exécuter ces opérations. Alors que les multinationales elles-mêmes, si vous observez bien, sont devenues des ensembliers. Ils vont chercher les marchés et ils sous-traitent toutes les missions d'exécution. Donc, puisqu'ils le font déjà, pourquoi ne pas vous-même participer à ce consortium qui va à la réalisation de cette opération? Très bien. Merci. Merci, Monsieur le ministre, pour tous ces éclaircissements. Merci, Monsieur Loko. Je pense qu'on est arrivé bientôt au terme donc, de ce débat. On va passer aux questions. S'il y en a parmi vous qui ont des questions, c'est le moment de les poser. Donc, si vous avez des questions, alors j'aimerais juste vous demander d'être vraiment très bref parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Parce que normalement, on doit arrêter à 13h30. Donc, si vous pourriez poser vos questions en 1 minute maximum pour donner l'occasion à Monsieur le ministre et à Monsieur Loko de pouvoir s'exprimer. Oui. Bonjour à tous. Une petite question, Sharif Abdallah Africa Solar. C'est il y a au mois de février dernier, en fait, il y a eu un partenariat public-privé qui a été fait à Bamako avec Solectra International, avec les lampadaires solaires. Avec Solectra International. Est-ce que vous avez entendu parler? Bachili. Avec Econ. Ça s'appelle comment? Solectra International. Solectra. Non? C'est une entreprise qui vient de voir le jour il n'y a pas très longtemps à Bamako. C'est ça. Il y avait même un ministre malien qui était présent ce jour-là, et parce qu'il y a eu un partenariat public-privé en fait. Mais en l'occurrence, je croyais que c'était vous qui étiez là en fait, qui était à la signature. Parce que l'inauguration ça a été fait dans quel domaine? Dans les énergies renouvelables, c'était dans les fabrications de lampadaires solaires. Okay. Vous voyez? D'accord. Donc du coup, c'était par rapport à ça en fait. Je voulais savoir, comme ça a été signé, ce partenariat public-privé, je voulais savoir où il en est, qu'est-ce qui s'est passé depuis la signature. Et vous avez parlé tout à l'heure de consortium. Effectivement, est-ce que c'est dans le cadre d'un consortium ou c'était uniquement dans le cadre d'une entreprise qui est venue, qui a mis en place ce projet-là? Je vous remercie. C'est ça en fait. Merci. On va prendre 2 autres questions. Et, Oui, alors bonjour, c'est Sori Kone. Alors moi, ma question, c'est sur, vous avez beaucoup parlé du partenariat public-privé, surtout au niveau de l'État. Moi, j'aimerais savoir au Mali, par rapport aux collectivités territoriales, voilà, le partenariat public-privé. Parce que moi, je œuvre dans ce secteur. Ouais. Surtout par rapport à la loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps. Voilà. J'aimerais avoir des éclaircissements par rapport à ça. Merci. 3e question, et après... Ah, pardon. Excusez-moi. Je suis trop proche. Je ne sais pas. Merci bien. J'ai une question par rapport aux différents litiges entre l'État et ces entreprises ou sociétés. Quels sont les tribunaux qui sont compétents pour gérer de tels litiges? Et ensuite, une proposition, ou c'est pas une question aussi en même temps,
est-ce qu'il ne serait pas mieux de voir au niveau du Mali vraiment des partenariats publics-privés pour le côté eau? Je cite notamment par exemple le port de Koulikoro, parce que moi je me dis il y a un potentiel énorme. Et aussi au niveau de l'électricité avec l'énergie solaire. Donc là on a parlé d'une entreprise qui n'est même pas connue par M. le ministre. Donc je crois que c'est vraiment les deux canaux où on peut vraiment énormément entreprendre. Et ça permet vraiment d'évoluer plus favorablement au niveau économique. Merci. Très bien, on va laisser M. le ministre de répondre à ces questions. Après, je prendrai d'autres questions. Voilà, donc je vais répondre brièvement pour laisser le soin aux gens de participer au débat. Sur le travail, j'avoue que je ne connais pas particulièrement ce projet, mais je dois vous dire que beaucoup de projets PPP ont été signés ou sont en cours de signature. Parce que la loi dit que tout ce qui a été entamé avant évidemment son adoption continue le processus. Et donc, nous ne sommes pas impliqués à tous ces niveaux. Et cela concerne essentiellement deux domaines. L'énergie, parce qu'il y a une loi dans ce domaine un peu déjà qui n'est pas la loi qui vient d'être votée, qui gère un peu les PPP dans ce cadre-là. Donc la production d'énergie, que ce soit thermique, que ce soit solaire, plusieurs projets ont été signés ou sont en cours de signature. Je ne suis pas au courant du détail. Mais ce que je peux vous dire en général, c'est très rare que ce soit une seule personne qui porte ce projet. C'est impossible en général. Le cas de Albatros, dont je viens de parler, signé à Paris il y a quelques semaines seulement, porte quand même sur 83 milliards de francs CFA. Un opérateur malien ne peut pas mobiliser 83 milliards, lui seul, c'est impossible. Donc il a une association avec beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres entreprises dans le projet, et très souvent c'est le cas. Le projet d'énergie solaire à Ségou aussi, c'est pareil, qui est la plus grosse. C'est une entreprise malienne, une petite entreprise d'ailleurs, hein, de Togola, mais qui est avec de grosses multinationales, mais c'est lui qui a été le cœur du projet. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est un jeune entrepreneur très dynamique, il est à l'origine du projet, il a construit tout le partenariat avec les plus gros dans ce secteur au niveau mondial, donc la Banque mondiale, la SFI du groupe Banque mondiale, la BAD, ils l'ont tous suivi. Ils sont tous parmi ceux qui apportent du financement en plus des banques privées. Donc j'imagine que Soletra doit être dans ce cas-là. Et voilà. Mais je ne peux pas vous donner davantage à ce niveau. Maintenant, pour les collectivités territoriales, c'est vrai, les collectivités territoriales sont prévues dans la loi comme des autorités contractantes, exactement comme l'État central. Donc tout le dispositif prévu pour l'État en matière de PPP est valable pour les collectivités territoriales. Litige État-opérateur privé, quel est le tribunal compétent? Cela dépend du contrat de partenariat. Parce que quand vous signez un contrat de partenariat, vous dites dans le contrat quel est le tribunal compétent. Les grosses multinationales auront tendance à vous dire que le tribunal compétent, bon, le tribunal arbitral, il y a Paris. Parce qu'ils ont peur de le juge corrompu et tout le reste. Et c'est leur droit. Donc, c'est les deux parties qui conviennent pour désigner le tribunal compétent en cas de litige. Et qu'il soit un tribunal qui inspire confiance à chacune des deux parties. Les PPP dans le domaine de l'eau et de l'électricité, oui, c'est la priorité, c'est l'une des priorités. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des contrats dans ce domaine. Il y a beaucoup de projets de stations compactes d'eau. Parce que vous savez aussi que l'eau potable à Bamako, c'est l'enfer au mois d'avril-mai. Absolument l'enfer, c'est vraiment le terme. Dans beaucoup de quartiers périphériques. Donc, il y a des sociétés qui sont prêtes à monter des stations compactes d'eau clés en main et l'offrir à l'État dans le cadre de contrats de PPP qui va leur acheter l'eau produite à un prix déterminé à l'avance. L'électricité, c'est pareil. Il y a beaucoup de projets d'électricité dans le domaine de l'électricité. Voilà les trois questions qui ont été posées et les réponses que je voulais donner. Très bien. D'autres questions? On va prendre les dames maintenant. Parce que là... Voilà. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, Myriam Dorgal. Moi, vous n'avez pas évoqué la question, vous avez parlé de la TNT, mais vous n'avez pas évoqué la question des télécommunications et du digital. Je voulais savoir quels étaient vos projets. Deuxième question. Monsieur, moi c'est Je vois bien que vous êtes un monsieur. Bonjour à tous, merci pour ces rafraîchissements, ces éclaircissements.
Moi, ma question, c'est essentiellement autour des compétences devant accompagner l'État et même les entreprises privées maliennes. Il faut le dire. Je pense que si l'État et les entreprises ne sont pas soutenus, accompagnés par des services de consultants, des personnes capables de comprendre tous ces problèmes, nous serons toujours en face de ces difficultés qui ont été évoquées ça et là. Donc ma question c'est essentiellement de savoir est-ce qu'il y a une évaluation exhaustive aujourd'hui des personnes, des ressources, des compétences disponibles dans un certain nombre de domaines pointus par rapport à l'accompagnement des entreprises. La deuxième question c'est essentiellement par rapport à la couverture que l'État se donne. Est-ce que, puisque les consultants, les multinationales viennent avec des carapaces, avec des accords internationaux, des armadas d'avocats et tout, est-ce que l'État continuera à se mouvoir seulement dans le cadre des contrats signés avec ces multinationales, ou bien lui aussi, de plus en plus, se dote des moyens adéquats pour pouvoir être à la hauteur? Merci. Une troisième question. Oui. Si vous pourriez reprendre la question. Il s'agit de l'accompagnement juridique de l'État par rapport aux multinationales qui ont des accords internationaux. Bon, souvent les États sont souvent dans certains de ces accords-là aussi. Mais je pense que les organismes comme le CDE et autres protègent beaucoup plus les entreprises, les multinationales que les États. Est-ce qu'au Mali aujourd'hui, à plus du cadre institutionnel qui est raffermi, qui est solide, il y a un accompagnement de l'État par un certain nombre de juridictions, de services juridiques compétents, dignes de ce nom, quoi. Voilà. Une troisième question. Bon, on va avancer. Merci. Monsieur le ministre. Oui. Juridique. Si vous voulez dire un mot, hein. Alors, donc je vais peut-être dire un mot sur la partie compétences techniques, juridiques et financières nécessaires pour, bien évidemment, finalement éclairer à la fois les pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités locales, puisque j'ai vu que cette possibilité est également ouverte au Mali, dans les relations avec les partenaires privés. Bien évidemment, comme j'ai indiqué tout à l'heure, que le premier point déterminant, c'était celui de l'évaluation de l'investissement. Donc on a besoin forcément de cabinets d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui sont spécialisés dans la programmation financière, fonctionnelle et technique, et qui savent également accompagner dans le suivi des coûts d'exploitation avec tous les indicateurs permettant au pouvoir public de se dire, bien évidemment, les coûts qui me sont annoncés par l'entreprise sont conformes au ratio moyen ou pas. Parce que là aussi, c'est une vraie difficulté. Si aujourd'hui vous n'avez pas un regard éclairé pour connaître les coûts d'exploitation, il peut facilement vous dire, tiens, le personnel dans ce domaine-là vaut tant, et si vous n'avez pas de référentiel pour pouvoir apprécier la fiabilité de ces informations, à la fin, vous l'acceptez l'information brute, alors que le cumul de ces informations-là va générer la contribution financière de l'État par rapport bien évidemment à l'entreprise privée. Mais également l'évaluation de toutes les charges indirectes, qui est une vraie problématique. Les frais de siège, les frais des fonctions support, ainsi de suite. Donc, nous, ce que nous faisons dans ce type d'opération, c'est toujours de trouver un cabinet d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage indépendant, qui lui va faire la programmation et à qui on confie également une mission minimum de 2 ans de suivi d'exploitation. Donc lui va venir avec sa batterie de ratios, d'indicateurs d'exploitation dans ce domaine-là. Il faut que ce soit un cabinet qui est spécialisé dans le domaine en cause. S'il s'agit de l'énergie, il faut prendre celui qui est spécialisé dans l'énergie. Il s'agit d'un équipement public classique, ainsi de suite. Parce que ce ratio, ce cabinet sera finalement, passez-moi l'expression, le de Moscou des pouvoirs publics dans l'exploitation de l'équipement. En dehors de ce schéma, il est très difficile de pouvoir finalement percevoir tous les enjeux comptables. Quand on a fait un peu de finance et de comptabilité, on sait que lorsqu'on veut enrober les choses, on y arrive toujours. Et dès lors que l'exploitant exploite en son sein
toutes ces opérations sans pour autant que les pouvoirs publics n'aient la possibilité de venir regarder. Ils se contentent du rapport annuel d'activité qui leur est livré. Donc je veux dire, le commencement de toute chose, c'est bien sûr la fiabilité de l'information en amont. Et pour avoir une fiabilité de cette information en amont, il n'y a qu'un spécialiste du domaine qui peut nous éclairer là-dessus. Voilà, ce que nous conseillons, c'est un assistant à maîtrise d'ouvrage indépendant qui suit toute l'opération de programmation financière, fonctionnelle, technique, qui fait le suivi de la réalisation de l'opération, parce que n'oubliez pas, au terme du contrat de concession, le bien reviendra à l'État. Mais il faut qu'il revienne en conditions normales de fonctionnement. Il ne faut pas qu'on vous donne un bien qui, dès le lendemain, ne fonctionne plus et vous n'avez plus qu'à recommencer. Auquel cas, les efforts fournis auraient été vains. Donc, ce cabinet-là, ça sera finalement la garantie de ces engagements contractuels entre les parties. Et il faut véritablement un spécialiste de chaque domaine. Ce type de cabinet peut se trouver directement au Mali ou s'il y a des compétences sur place, oui. Parce que vous prenez un domaine qui est d'une technicité très forte, il va falloir déjà que ce cabinet ait un panel pour pouvoir mesurer notamment ses ratios d'exploitation. Il faut qu'il ait des outils, une base de données au Mali permettant d'évaluer cela. Je prends un exemple simple. Si demain le cabinet vous dit j'ai 10 ingénieurs travaillant dans ce domaine-là, ils sont payés chacun, je prends un ratio moyen, 20 000 € net par mois. Comment le Mali peut apprécier la pertinence de ce salaire de chaque ingénieur? Quelqu'un d'autre peut dire, attendez, un ingénieur dans ce domaine-là, c'est 10 000 € en moyenne. Donc là, vous êtes en train de... Voilà. Donc on peut revenir sur la négociation au niveau de la fiabilité ou de la pertinence des coûts qui constituent finalement les coûts d'exploitation des services. Donc si les compétences sont disponibles au Mali, oui, bien sûr, il faut les mobiliser. S'ils ne sont pas disponibles, vous trouverez partout ailleurs des cabinets indépendants, et chacun dans sa même logique de faire du profit, qui accepteront de vous accompagner dans ces opérations-là. Surtout, ne laissez pas la multinationale toute seule devant vous, si vous n'êtes pas outillé pour apprécier la pertinence de ces informations. Voilà, je voudrais continuer sur cette question, pour laquelle une excellente réponse a déjà été donnée, pour dire ceci. Le besoin d'expertise pour le projet PPP est incontournable. Cette expertise se trouve à deux niveaux. D'abord, l'État doit se doter d'un organe expert en PPP, qui est un organe pérenne et permanent, qu'on appelle unité PPP. Compte tenu du type de projet dont nous disposons sur la table au Mali à traiter en urgence, l'unité PPP du Mali, pour le moment, comprend un ingénieur électricien, un ingénieur hydraulicien, un expert financier, un expert juriste, un expert génie civil PTP, parce que la plupart de nos gros projets sont dans ce domaine-là. Et c'est des experts hyper pointus. Donc, c'est eux qui constituent l'organe expert national par qui tout passe. Ils doivent donner un avis sur tout avant que les pouvoirs publics prennent une décision. Ça, c'est le premier niveau. Mais le deuxième niveau, vous êtes d'accord avec moi qu'un ingénieur électricité seul ne peut pas apprécier un projet dans toutes ses dimensions, ni un expert financier seul. Donc cet expert national, unité PPP, comme on l'appelle, est doté d'un fonds d'études. Qui fait que, selon la nature du projet qui arrive, ils se font seconder dans le travail par des experts consultants, prestataires de services indépendants, qui peuvent venir du Mali comme qui peuvent venir de l'international. Partout où ils sont, on va les chercher. Et évidemment, avec l'expérience, cet organe se construit une base de données pour que dans chaque type de projet, ils puissent dire tout de suite les meilleurs sont à tel niveau. Et dans beaucoup de cas, ils vont même lancer des appels d'offres internationaux, parce que c'est la commande publique. Ils vont lancer des appels d'offres internationaux pour dire le Mali a besoin d'ingénieurs conseils pour traiter tel projet. Et comme il a dit, qu'il peut partir depuis la conception du projet jusqu'au suivi de l'exploitation, dans toutes ces étapes. Donc, le premier niveau, c'est vraiment qu'il y ait une structure expert nationale pérenne, mais que cette structure soit dotée suffisamment en ressources financières
pour faire appel à chaque fois que le besoin à des experts. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons écrit dans notre loi, à ce niveau-là, que ceux qui vont faire appel à l'expertise nationale aussi auront besoin, auront une bonification dans les notations. Parce que si vous devez faire des PPP pendant 20 ans, et qu'après 20 ans, il n'y a aucune capacité nationale dans le domaine, ça aussi, ce n'est pas construire l'avenir. Donc, les cabinets internationaux qui vont être choisis, qui vont travailler avec les cabinets locaux pour les aider à monter en puissance, en technicité, en capacité, on va les prendre en compte. De telle sorte qu'au bout de 20 ans d'exploitation en PPP, on puisse disposer quand même au niveau national de ressources d'une capacité assez élevée. Tous les grands pays le font, hein. Les grandes commandes publiques de la Chine, vous connaissez les conditions. Toutes les modalités de transfert de technologie de capacité sont dans le contrat. Et ça aussi, nous tenons à ce que nos experts, notre expertise nationale soit absolument valorisée dans le processus PPP. L'autre question qui a été posée concerne les télécoms et le digital. Les télécoms sont effectivement un domaine privilégié des PPP, qui est plus normalisé que les autres d'ailleurs, parce que les grandes compagnies de télécommunications que nous avons, c'est sur la base de cahier de charge, qui est un véritable contrat PPP. Et chaque fois qu'une société nouvelle devrait s'installer pour obtenir une licence, ça passe par le même processus. Et c'est un vrai contrat PPP parce que ça va les obliger à aller souvent dans des zones où l'exploitation est déficitaire. Et avec un organe de régulation de télécom qui, au-delà de l'unité PPP, est là pour donner son avis. Et cela est valable d'ailleurs aussi pour tous les autres secteurs. J'ai dit tout à l'heure que tout passe par l'unité PPP en termes d'expertise, mais il ne faut pas oublier que tout passe par les ministères sectoriels. Quand c'est un projet d'électricité, le ministère de l'énergie a des batteries d'experts à l'interne là-bas, fonctionnaires de très haut niveau, qui passent aussi le projet dans leur moule. Et eux aussi font appel à des experts internationaux, à leur niveau là-bas aussi. Et quand ça vient au niveau du PPP, c'est pareil. Donc toutes les dispositions sont quand même prises, si elles sont respectées à la lettre, pour qu'on puisse quand même limiter les dégâts. Le digital, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de propositions PPP à ce niveau pour le moment. Et pourtant, les possibilités sont encore immenses. Il y a une société qui m'a vu il n'y a pas très longtemps, dans le domaine du digital, de tout ce qui concerne les e-government, c'est-à-dire les opérations en ligne. Par exemple, je prends le domaine des impôts, pouvoir faire ses déclarations fiscales en ligne, pouvoir payer ses impôts en ligne, etc. Ça, c'est des choses colossales pour notre pays. Quand on voit comment non seulement ça peut aider à circonscrire les lenteurs bureaucratiques et les difficultés que les gens ont, mais surtout à circonscrire la corruption. Parce que, dans ce cas-là, l'argent va directement dans la caisse de l'État en banque. Ça ne passe pas, tu ne vas pas déposer l'argent chez un intercepteur qui te donne un reçu, etc. Non. Et quand on prend d'autres domaines, comme le paiement des prestations sociales, de sécurité sociale, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin de faire 100 km, 150 km pour aller toucher leur allocation et leur pension. Là aussi, la digitalisation permet de payer ces gens là où ils sont. On a tous ces moyens aujourd'hui. Et les grandes compagnies, que ce soit les banques, que ce soit les compagnies de télécommunications comme Orange, Orange a développé ce service de Orange Monnaie au Mali, qui leur permet de payer de l'argent aux villageois, même dans les villages les plus reculés du Mali aujourd'hui. Et ces gens, au lieu de se déplacer sur 10 000 km pour aller 2000 km pour toucher leur pension, ils ont leur pension chez eux. Il y a beaucoup d'autres domaines où la digitalisation ferait vraiment des miracles. Prenez simplement l'université. Aucune université à Bamako aujourd'hui ne dispose d'un système d'information digne de ce nom permettant de maîtriser les effectifs, de maîtriser la gestion des flux, de maîtriser l'octroi des diplômes, qui fait que les gens peuvent acheter des faux diplômes à gauche, à droite sans qu'on puisse se rendre compte. Mais la digitalisation dans tout ça ferme la porte. Parce que ça permet d'avoir l'information détaillée à tous les niveaux et à tout moment. Vous m'amenez un faux diplôme, je peux aller dans la base de données tout de suite, vous dites vous êtes ingénieur génie civil, aîné de Bamako, promotion de 2003, tac, tac, tac.
la liste des diplômés sort. Donc là aussi, c'est colossal. La gestion comment dirais-je, des cités universitaires. Le Mali vient de construire une cité universitaire qui va rester plus de 9000 étudiants. Imaginez ce que ça représente en termes de restauration, en termes de gestion même de l'hébergement, en termes d'entretien des locaux, bâtiments, etc. Là aussi, la digitalisation et les PPP peuvent permettre de faire des merveilles. Imaginez les fibres optiques. La fibre optique qui est un enjeu colossal. Le Mali n'a pas les moyens de se doter. En plus, nous ne sommes pas au bord de mer. Donc là aussi, c'est dans le cadre de partenariat public-privé, cette fois-ci avec des compagnies comme les grandes sociétés algériennes qui ont un potentiel énorme, qui ont deux fois plus qu'ils n'en ont besoin, et d'autres pour qu'on puisse aller encore une fois dans ce domaine. La digitalisation pour l'Afrique, pour moi, c'est une question de vie, de mort. C'est beaucoup plus important pour nous que ici, pour les diverses raisons que je viens de citer, parce que le niveau de bancarisation a atteint tel niveau ici, par exemple, qu'on n'est pas confronté à ces problèmes-là. Le niveau de bancarisation mali est très faible. Ça dépasse à peine les 10%, 15% de la population. Et donc, si on doit évoluer, la digitalisation est vraiment... Les perspectives sont simplement infinies. Donc, j'encourage madame à poursuivre sa réflexion et être avec nous dans le digital au Mali un jour, dans le cadre de contrat PPP. Je vous remercie. Très bien. Merci Monsieur le Ministre, merci Monsieur Loko. Alors, on est donc arrivé au terme de ce débat, qui était vraiment très très intéressant, en tout cas. Tout à l'heure, on aura d'autres panels, notamment les panels sur la diaspora malienne en France. Donc, il s'agit de parler du soutien de la diaspora par rapport à la croissance économique. Et nous allons parler aussi des jeunes, l'apport des jeunes aussi important pour le développement de notre pays. Et donc, je vous invite à être là tout à l'heure à 14 h. On va pouvoir débattre sur le premier panel. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre présence. Les 2 jours que vous êtes là. 14h30, 13h30. Oui, mais on doit aller en pause, en fait. Et pour reprendre tout à l'heure à 14h30. Merci beaucoup, Monsieur Loko, pour votre présence. Et donc, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure, à 14h30. Merci beaucoup.